Bonjour à tous et bienvenue. Si je parle un peu bizarrement, mes excuses, je suis rentré du dentiste il y a peu et ma bouche n'est pas encore totalement éveillée. Mais mon esprit, lui, l'est pour commenter le dernier congrès FIFA qui s'est tenu il y a une dizaine de jours. Alors il s'est tenu évidemment de manière virtuelle, les présidents des 211 fédérations n'ont pas pu se rendre à Zurich pour débattre des propositions et des potentielles réformes afin d'améliorer le Beautiful Game et également l'aspect commercial de celui-ci. Alors évidemment dans ce congrès on a vu deux choses, on a vu cette proposition de la fédération saoudienne sur une étude de faisabilité pour passer la Coupe du Monde de 4 à 2 ans, mais on a surtout vu une politisation accrue de la FIFA qui n'étonnera pas les suiveurs de la chaîne avec deux acteurs majeurs, l'Arabie Saoudite d'un côté et le Rwanda de l'autre. Alors évidemment on va tout de suite commencer par les trois propositions qui avaient été émises par la fédération du Liberia, de la Jamaïque et de l'Arabie Saoudite. On va commencer par la proposition phare évidemment, celle de la fédération saoudienne qui a demandé à la FIFA s'il était possible de voter une étude de faisabilité pour voir si la Coupe du Monde pourrait passer de 4 à 2 ans. Alors quand on écoute le président de la fédération saoudienne, et qui a des arguments plutôt intéressants, puisqu'il dit, regardez, la pandémie, alors la pandémie elle a super bon dos dans le foot, parce que tu peux tout justifier avec ça. Mais regardez, la pandémie, tout a changé, etc. Est-ce que c'est pas le moment de changer quelque chose également dans le football? On regarde avec l'intérêt de la Coupe du Monde et tout, est-ce que ce serait pas mieux d'y passer tous les 2 ans? Il donne également une raison aussi sur un succès commercial, de toute façon. Toutes les propositions que vous allez voir, à un moment, c'est succès commercial, succès commercial. Tu vois tout de suite ce qui motive les dirigeants du football mondial. Mais une autre raison qui peut s'entendre, et qui est, ça va l'argument. Oui, mais regardez, à un moment, il y a trop de matchs actuellement, il faut penser aux joueurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas réaménager le calendrier des qualifications, essayer de baisser le nombre de matchs? Alors, il va falloir m'expliquer comment on peut baisser le nombre de matchs si tu mets une Coupe du Monde tous les 2 ans, mais soit, c'était notamment pour les parcours qualificatifs. Et donc, la fédération saoudienne propose cela. Alors, comme on l'a évoqué depuis un moment, l'Arabie Saoudite, c'est un élève très apprécié par la FIFA, et notamment son président, Gianni Infantino, qui s'est rendu plusieurs fois dans le royaume. Alors, à la base, il voulait rencontrer Mohammed Ben Salman, donc le prince héritier. Il a mis énormément de temps avant de le rencontrer, c'était vraiment une de ses priorités à ce niveau-là. Et depuis, j'ai presque envie de dire qu'entre le royaume saoudien et la FIFA, il y a une petite histoire d'amour quand même. Et on a même vu dans les clips pour le tourisme, l'office du tourisme saoudien, on a vu le président de la FIFA se prêter au jeu là en début d'année. Alors est-ce que c'est vraiment dans les dispositifs, dans les prédispositions du président de l'instance du football mondial de faire également VRP pour l'Arabie Saoudite et pour ses sites culturels qui, on n'en doute pas, sont très beaux et très intéressants, mais est-ce que c'est vraiment ce rôle-là? Alors il y en a certains qui vont te dire, oui mais regardez, ça montre que l'Arabie Saoudite aujourd'hui contrôle la FIFA, etc. Il faut pas y voir comme ça. Faut voir la FIFA qui mange à tous les râteliers et qui cherche à avoir une part du gâteau de partout. On va dire, oh oui, mais regardez, c'est l'Arabie Saoudite, ils sont pas copains avec le Qatar, etc. Non, mais la FIFA, eux, ils sont très forts. Ils sont copains avec les Saoudiens et ils sont aussi copains avec les Qataris quand même. Bah oui, faut pas déconner, parce que Gianni Infantino, lors de sa tournée triomphale en Afrique, digne d'un empereur où il a été reçu avec le tapis rouge par plein de chefs d'État, c'était quoi l'avion? Il voyageait en Qatar Airways, le jet. On rappelle que Qatar Airways a signé un deal avec la FIFA, et on rappelle également que dans le procès de Nasser El Khelaifi en Suisse, certaines charges ont été retirées puisqu'il y a eu un accord financier entre la FIFA et Nasser El Khelaifi. Alors que si la FIFA n'accepte pas cet accord financier, c'est génial, parce qu'en plus derrière c'était quand même pour... bref, quand vous voyez l'affaire, c'est assez comique, assez ironique, ça te montre un peu la justice suisse, comment elle fonctionne aussi. Donc il y a quand même de bonnes relations. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, le Qatar est surtout influent à l'UEFA. C'est là vraiment où on voit d'ailleurs avec la position de Nasser El Khelaifi la plus d'influence. Et il est vrai également que dans le domaine de la FIFA, les Saoudiens sont très influents. On se rappelle il y a quelques années, le discours au G20 de Gianni Infantino, première fois qu'un président de la FIFA était invité pour un tel événement, où il expliquait que peut-être ce serait bien de partager la Coupe du Monde pour la paix entre les peuples, etc. Donc en effet, les Saoudiens sont très influents et il est un peu logique quelque part que la proposition vienne d'eux, et le résultat, évidemment, a été sans contexte, énorme majorité, donc la FIFA va bien développer une étude de faisabilité. Alors je suis curieux de savoir comment ils vont la développer. Connaissant un peu la maison et les gens qui travaillent à l'intérieur, et les contrats qui sont menés ici et là, je sens qu'on va rigoler un moment, et donc étude de faisabilité, pour voir si on peut passer de 4 à 2 ans. Donc la proposition a été retenue. Il y avait deux autres propositions également, proposition de la fédération jamaïcaine, alors là, qui est assez spéciale. Alors pour ceux qui s'intéressent, j'ai mis les liens en description, vous voyez les discours des présidents. Alors, on te parle de faire une ligue mondiale féminine. Mais en fait, ils mélangent un peu le football de club, le football de nation, en disant qu'il y a un essor du football féminin depuis quelques années, la FIFA qui donne de plus en plus d'argent à ce niveau, etc. Ce qui est vrai, aujourd'hui, si vous voulez toucher l'ensemble des subventions FIFA, il faut aussi avoir des programmes pour le football féminin. Alors bon, c'est pas de programme de protection pour le football féminin, non. Ça, non, c'est pour l'image, c'est-à-dire
Regardez, on est tolérant, les femmes ont le droit de jouer au foot, on va développer parce que c'est l'égalité entre les sexes. C'est comme nous à la FIFA, on donne des postes à des femmes, mais bon, faut pas trop qu'elles l'ouvrent quand même, puis pas trop qu'elles soient compétentes. On rappelle qu'à la FIFA, récemment, on a même embauché une star de télé-réalité à un poste de direction. Mais oui, mais grande D. Et après on te dit, nous les femmes, on les respecte. Hein. On veut surtout pas que ça soit des plantes vertes qui fassent ce qu'on veut. Non, arrêtez de dire ça. Franchement, vous avez pas honte. Et bref, donc le président de la Fédération de Jamaïque te dit oui, il y a le succès de la Coupe du Monde 2019 en France, Coupe du Monde féminine. Ça a marqué un tournant dans l'histoire du football féminin, dans sa médiatisation et tout, je suis d'accord. Donc, pourquoi pas étudier une ligue mondiale? Alors, j'ai pas compris. Je sais même pas si quelqu'un a compris la proposition de penser à une ligue mondiale féminine, sauf qu'à un moment donné, mélange le football de club et de nation, je comprends pas. Donc c'était à l'ordre du jour aussi, on a étudié la possibilité d'une ligue mondiale féminine. C'est pas vraiment ce que ça veut dire, mais bon. Troisième proposition, par le président de la Fédération du Libéria, qui lui évoque une réforme des compétitions de jeunes. Alors encore pour des aspects commerciaux, également pour des coûts. Et là il a raison. C'est vrai que certains pays ont du mal sur les coûts que ça engendre avec les déplacements, etc. Donc ça, on peut peut-être un peu le comprendre, les coûts que ça engendre, et il y a aussi une réforme, quel est l'avenir. Un discours assez intelligent, honnêtement, quand tu écoutes son intervention. Des trois propositions, c'est quand même la plus sensée en disant quel est l'avenir des compétitions de jeunes, des qualifications, des tournois, de plein de choses. Pourquoi pas une réforme de certaines compétitions jeunes au niveau mondial ou sur l'échelle de certains continents. À la rigueur, ça peut s'entendre. Donc ça, c'était les trois propositions un peu phares qui ont été débattues assez longtemps. Mais évidemment, qui dit congrès FIFA ? Dit nouvelle personne, dit nouveau poste. Et là, on l'attendait avec grande impatience. Le renouveau de la commission d'éthique et de toutes les autres. Et là, les enfants, quand vous pensez que la FIFA ne peut pas se surpasser, elle peut toujours vous surprendre. Alors Rojas, qui était la responsable, la colombienne, qui avait été placée, si je dis pas de bêtises, qui a été proposée du moins, par le président de la Conmebol. Le président de la Conmebol, donc c'est de la Confédération d'Amérique du Sud. Donc Rojas était responsable des enquêtes au niveau éthique, parce que dans la chambre d'éthique, tu as deux chambres. Tu as ceux qui font les dossiers d'investigation, et tu as la chambre du jugement. Alors elle était au niveau de l'investigation, et là, elle va transiter, selon les votes, etc., elle est passée dans la chambre donc du jugement. Alors j'imagine qu'elle va pas juger les enquêtes qu'elle-même a fait quand même, hein, on va pas non plus rentrer dans la pantalonnade. Et donc pour la remplacer, on a l'ancien procureur général du Rwanda. Alors là, vous allez me dire, bah oui, c'est Paul Kagame qui devient un grand ami, un grand allié de la FIFA aujourd'hui. La FIFA, si vous voulez, Paul Kagame, c'est devenu un peu le chouchou en Afrique. Il y a deux chouchous. Il y a le Maroc, dont le roi est très influent à ce niveau-là, niveau financier et autres, et le Rwanda. Et on rappelle que Gianni Infantino a fait plusieurs visites à Kigali, que le bureau régional qui était en Afrique de l'Ouest, à Addis Abeba, dans la capitale éthiopienne, a été déplacé récemment au Rwanda, et on se rend compte que lors de la dernière élection des présidents de la CAF, Patrice Motsepe, vous vous rappelez de cette élection digne du Turkménistan, où on a applaudi le candidat unique, on a dit à tous les autres, rangez-vous derrière le candidat unique quand même, parce que c'est vrai qu'à la FIFA, on aime bien les élections à l'applaudimètre ou à main levée. Bon, c'est un style après de démocratie, vous me direz, hein, en même temps. Et donc, Paul Kagame était un peu intervenu, avait appelé certains autres chefs d'État pour justement influencer et soutenir le Patrice Motsepe, donc le milliardaire sud-africain qui est aujourd'hui le patron de la CAF. Donc, à partir de là, on a Kagame qui est devenu très influent, et même au niveau sport en général, on peut regarder là récemment avec cette ligue de basket africaine, hein, donc on l'a vu en tribune, etc. Il incarne un petit peu cela. On l'a vu donner une interview récemment également dans le journal L'Équipe, ce qui veut quand même dire certaines choses vis-à-vis du vélo, vis-à-vis du football, visite Rwanda sur les maillots d'Arsenal, le partenariat avec le PSG, et d'ailleurs en sous-marin, ce partenariat et cette influence de plus en plus grande du Qatar au Rwanda. On en a déjà parlé sur la chaîne, et c'est vrai que Paul Kagame aujourd'hui joue de cette image de chef d'État puissant, reconnu au niveau international, respecté, et notamment un petit peu à travers le sport. Mais ce qui est marrant, quand même, il faut pas oublier la vérité du régime rwandais, quand même, hein, qui se vante d'aller tuer ses opposants politiques, de les empoisonner et tout ça. Alors, je suis pas persuadé que si d'autres pays font ça, on va les accueillir avec le tapis rouge et se prosterner devant eux. Je ne suis pas non plus persuadé, vu les répressions dans le pays, hein, pour tout opposant et tout, que ça soit spécialement bien vu. Mais là, le mieux arrive, donc, pour revenir sur la chambre d'éthique, la nouvelle personne, qui est l'ancien procureur général du Rwanda, avait déclaré dans un rapport à Amnesty, comme vous pouvez le voir, que la torture, bon, les allégations de torture, bon, ça n'a pas l'air d'être très grave, très sérieux. Vous pouvez lire dans ce rapport, hein, comment le Rwanda fait de l'arrestation arbitraire, de la torture, tout ça sous l'œil de certaines autorités. Et donc ce monsieur, hein, qui donc, regardez la citation qu'il a dit à Amnesty International, hein, je peux pas aller plus loin, et ben c'est ce monsieur-là qu'on a mis responsable de l'éthique.
Alors quand tu vois tout ça, tu te dis, est-ce que c'est le meilleur choix? Ben, c'est politique, encore une fois. En ce moment, il faut faire plaisir à Paul Kagame. Eh ben on va prendre sa personne. Il n'y a pas de... Tranquille, c'est la FIFA. Et puis derrière, s'il y a jamais des gens qui sont pas très contents, c'est ce qu'on dit. On présente le budget. Regardez, 4,4 milliards de revenus et on estime qu'avant impôt, 1,5 milliard de dollars de bénéfices avant impôt. C'est-à-dire que la FIFA est assise sur un butin de guerre et que s'il y a un problème, vous savez ce qu'on va faire? Eh ben on va donner encore plus d'argent aux fédérations. Mais oui, parce qu'on peut mettre tous les projets. Et il y a 2023 à assurer les gars, quand même, niveau élection. C'est quand même un petit peu important. Donc, après cet exposé du congrès 2021, on a entendu un peu tout et n'importe quoi. On va dire que le football va pas tellement non plus dans la bonne direction. Et on se rappelle évidemment, comme on l'avait vu sur cette chaîne, et ensuite des médias, Josimar notamment, le New York Times, en ont parlé, du jeu double de Gianni Infantino vis-à-vis de la Super League. Parce qu'il y a la position, la communication, et puis il y a ce qui se passe réellement en coulisses. À la FIFA, il n'y a jamais de conflit d'intérêts. Il y a juste des intérêts. Que ce soit pour des chefs d'État, pour des dirigeants de la FIFA, mais surtout pas pour les joueurs et encore moins pour les joueuses. On revient très vite sur l'affaire Haïti et tout ce que certaines personnes sont en train de cacher, parce que croyez-moi que des mecs qui ont croqué là-bas, il y en a. Et bientôt on ira aussi sur le monde de l'arbitrage. Et là, et pas les petites, non, les pontes, les Don Corleone de l'arbitrage. Mais j'en ai assez dit, je retourne au boulot et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!